Bienvenue à ce midi conférence super intéressante. C'est deux initiatives stratégiques de l'axe autonomisation qui vont être présentées à midi. Vous le savez, là, on essaie de plus en plus de donner des opportunités de partage. Je vous rappelle, les initiatives stratégiques, c'est un concours interne au centre de recherche qui vise à réaliser des projets pilotes, avoir un effet levier et parfois réaliser que ce qu'on voulait faire, ça marche pas. Ça m'arrive souvent, ça, moi. Mais là, j'ai un peu plus ce bon espoir, je pense. On va avoir, comme Catherine nous l'a dit, on va avoir deux belles présentations aujourd'hui qui vont se faire en duo. Je vais d'abord vous présenter le premier groupe, puis après ça, reprendrai le micro pour faire l'introduction de la deuxième séance qui donnera un petit temps là, de switcher les micros, puis la technologie, la technique en arrière qui est assurée par Catherine. Notez vos questions, c'est important là, d'autant avoir vos questions pour le premier groupe que le deuxième groupe de présentation. Puis je vais commencer donc en invitant nos deux premières conférencières. Donc, c'est la professeure Mélanie Levasseur qui va être accompagnée de son étudiante Marie-Hélène Lévesque. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui. Puis je vous cède les micros. Merci, Éléonore. Bon midi, tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'introduire le midi et de le faire en compagnie de Marie-Hélène. Je suis contente que l'autre équipe ait utilisé une stratégie similaire de duo avec des doctorantes. C'est toujours très intéressant. Aujourd'hui, on va vous parler du remodeler sa vie et une étude de cas multiple qui est soutenue par une approche réaliste. Vous connaissez peut-être un peu le remodeler sa vie, vous connaissez peut-être un peu les approches réalistes, fait qu'on espère que ça va vous inspirer pour d'autres projets de recherche. C'est un projet initiative stratégique, comme Éléonore le mentionnait, qui a été fait avec une super équipe que vous voyez à l'écran. Vous reconnaissez Éléonore, Marie-Hélène et moi. Il y a Annie Carrier, Nancy et Chantal aussi. On voit on est ensemble dans ce beau projet-là. Voilà. Une belle équipe qui a accepté là, de prêter main forte à ce projet-là. En guise d'introduction, ben, comme vous le savez, là, je vais juste me baisser ça parce que je ne vois pas mes diapos, mais le vieillissement de la population, ben, ça touche une proportion de plus en plus importante d'aînés, mais aussi c'est lié avec une augmentation du risque de certaines maladies chroniques et un effort important qui est nécessaire au niveau des modes de vie sains. C'est pas parce c'est tout au long de la vie, en fait, que les modes de vie sains doivent être mis de l'avant, mais c'est pas parce qu'on arrive à 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans que faut plus adopter de modes de vie sains. Et tout ça pour prévenir notamment les maladies chroniques, mais aussi les incapacités. Incapacités qui peuvent être vraiment réversibles dans certains contextes. Là, on peut augmenter des capacités même en présence de certaines incapacités. Là où les modes de vie sains et l'activité physique, la participation sociale sont importants. Dans un effort d'avoir des approches innovantes pour soutenir cette capacité d'agir-là, puis le bien-être, ben, dans les stratégies, on a évidemment le remodeler sa vie, qui est une intervention d'ergothérapie préventive qui a été développée en Californie, qu'on a traduite il y a plus de 15 ans. On a débuté cette aventure-là il y a plusieurs années et qui est en lien avec les sciences de l'occupation, donc qui vise vraiment à mettre les activités de la personne dans son quotidien au cœur de ses routines de vie pour qu'elles soient davantage saines, donc axées sur les saines habitudes de vie, mais aussi porteuses de sens, ces routines-là. Puis, ça a été élaboré, cette intervention-là, notamment par des études qui ont été réalisées auprès des aînés. Puis, quels étaient les défis auxquels on fait face en vieillissant pour adopter des modes de vie sains? Pourquoi certains aînés vivent longtemps avec un état de bien-être accru alors que d'autres ont des maladies chroniques puis sont plus malheureux? Puis, c'est vraiment dans une approche de prévention, donc qui est relativement rare dans notre réseau de santé actuel, mais qui vise vraiment à prévenir plutôt que de guérir. Puis, la photo que vous aviez à l'écran, c'était Florence Clark, qui est l'investigatrice principale du remodeler sa vie, puis qui est maintenant à la retraite, mais qui a une grosse équipe à l'University of Southern California qui continue là, cette intervention-là.
Donc, l'approche, c'est une approche manualisée. Donc, il y a un manuel qu'on a traduit, comme je vous le mentionnais, qui est vraiment axé sur une intervention qui est sur, ça varie dans les études, là, mais ça peut aller de quelques mois jusqu'à 9 mois. C'est à peu près, c'est des rencontres de groupe de 2 heures par semaine et à peu près une rencontre individuelle par mois, dans le cadre duquel l'ergothérapeute va soutenir l'animation des groupes en lien avec certains modules là, pour lesquels certaines thématiques que je vais revenir dans la diapo suivante, mais l'idée derrière ça, c'est que on utilise le groupe pour mettre davantage de l'avant les connaissances des aînés en lien avec ce qui diminue leur stress, leur anxiété, leur inflammation. Donc, on leur redonne du pouvoir d'agir lors de l'intervention de groupe. Puis, on les aide à identifier c'est quoi les défis à ces modes de vie simples, porteurs de sens-là, puis comment, entre eux, ils peuvent se donner des conseils, dire, ben moi, ça marche bien de faire telle chose. Donc, de vraiment utiliser le pouvoir du groupe là, pour être axé sur l'action, le sens et l'agir, tout en ayant l'ergothérapeute qui peut donner aussi des trucs et des stratégies. Mais d'abord et avant tout, c'est les aînés eux-mêmes, l'expertise des aînés eux-mêmes du vieillissement qui est mis de l'avant. Donc, vous voyez les modules ici à l'écran. Ceux qui ont une petite astérix, là, c'est ceux qui sont considérés comme étant essentiels ou en tout cas hautement recommandés. Mais on y parle notamment de la gestion du temps, du stress, des relations interpersonnelles, de la sexualité, du système de santé et des services sociaux, etc. À l'heure actuelle, c'est plus de 330 aînés au Québec, pardon, qui ont reçu l'intervention, donc par différents projets de recherche, mais aussi surtout par les interventions du CIUS de l'Estrichus, qui l'offre maintenant dans ses services usuels, seulement en Estrie. J'ose espérer que c'est un peu nous autres qui a eu cette influence-là au fil des années. Mais je pourrais vous raconter l'histoire un autre tantôt de comment ça s'est rendu là, mais c'est plus de 125 ergothérapeutes formés, 2 CIUS qui ont, un qui l'a fait plus en recherche, un qui l'a fait et en recherche, mais qui le donne actuellement dans les services usuels, une implication dans les co-chercheurs de 9 universités et 6 adaptations, puis je pourrais y revenir aussi si vous avez des questions. Puis on les voit un peu ici, là, dans le fond. Ça fait un peu l'état du parcours, de la trajectoire des projets de recherche là, sur le remodeler sa vie avec les années. De la recension systématique que Marie-Hélène a menée jusqu'à des collègues qui ont travaillé avec des femmes qui avaient la fibromyalgie, donc une adaptation en douleur chronique, l'étude de pré-implantation qui était l'étude de maîtrise de Marie-Hélène, l'étude mixte des IRSC, le catalyse qu'on avait eu comme financement, qui a été aussi financé par le RQRV. Puis, avec Promo Santé, on a l'adaptation à la télésanté. Puis, ben, dans tout ça, il y a aussi le doctorat de Marie-Hélène qui est sur l'évaluation réaliste. Donc, tout ça, ça permet là, vraiment, ces études-là, ils nous donnent beaucoup de pistes sur quels sont les effets, comment l'implanter, etc. Mais ça nous donne quand même des connaissances limitées pour comprendre en profondeur là, comment ça marche, c'est quoi les mécanismes sous-jacents. Donc, on voit là qu'on a mieux compris le problème en regardant les besoins des aînés, puis regarder aussi la part de l'ergothérapie. On a développé, testé, regardé l'efficacité, la rentabilité, puis pas juste nous, là, évidemment, les collègues en Californie aussi ont fait des études à répartition aléatoire, là, de grosses études à répartition aléatoire pour montrer son efficacité. Mais c'est ça, on connaît peu les mécanismes pourquoi ça fonctionne. C'est quoi la recette secrète finalement ou l'ingrédient mystère dans tout ça? Donc,
parlant de mécanismes, c'est ça, ça a été un peu étudié quand même, mais toujours en considérant des mécanismes un peu comme des variables, plus dans une perspective quantitative à partir d'ECR, mais rarement, en tout cas, ou jamais à notre connaissance, dans une perspective de recherche réaliste. Puis c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, le but du projet, c'était vraiment de développer et de tester une théorie qui va expliquer le fonctionnement du remodeler sa vie tel qu'on l'a implanté dans 3 milieux québécois. Puis, plus précisément, on voulait aller dégager l'interaction entre des contextes, des mécanismes et comment cette interaction-là mène à des effets. Alors, vous voyez qu'on utilise une approche qu'on dit configurationnelle, donc c'est une configuration CME. Et au cœur de cette configuration-là, qui sert à expliquer les effets du programme, on retrouve les mécanismes. Ça, c'est vraiment le cœur de la configuration. Et qu'est-ce que c'est un mécanisme? Dans le fond, ça se sépare en 2 parties. C'est composé d'une première partie qui sont les ressources qu'offre l'intervention. Et la deuxième partie, c'est comment les gens réagissent à ces ressources qu'on introduit. Alors, la partie réaction, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est souvent cachée, elle est difficile à observer, à mesurer. Donc, on dit souvent que les mécanismes sont invisibles, difficilement observables. Et ils s'apparentent, par exemple, à des pensées, à des émotions. C'est pour ça qu'ils sont si difficiles à aller détecter et ça nous prend des méthodes de recherche adaptées pour aller les dégager, puis ensuite les lier dans cette configuration explicative-là, CME. Donc, pour aller développer les configurations, ce qu'on a fait, c'est une étude de cas multiples qui est ancrée justement dans une approche de recherche réaliste. Donc, on avait 3 cas. Un cas qui était une clinique privée de soins interdisciplinaires qui a offert l'intervention pendant 3 mois dans une RPA. Et notre deuxième cas, c'était les services anglophones d'un CIUS qui a offert l'intervention dans une corporation de logement destinée à des aînés anglophones. Et bon, je les ai inversés, désolée. Notre troisième cas, c'était une ergothérapeute indépendante qui a donné l'intervention dans un OSBL d'habitation, donc pour des aînés qui avaient des revenus à faible revenu. Pour la méthodologie, on a suivi les étapes habituelles d'une évaluation réaliste. Puis comme la dernière étape est en cours au niveau de la validation de la théorie, je vais surtout vous présenter le processus au niveau des 3 premières étapes. Donc, pour la première étape, l'idée, c'était de développer une théorie initiale, donc de se faire des hypothèses préliminaires avec des configurations CME qu'on a retrouvées dans la littérature. Donc, on a regardé au niveau des théories formelles, des données empiriques sur le remodeler sa vie pour aller dégager des effets, mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans les articles, on cherche aussi des mécanismes parce que souvent, dans les recherches qualitatives, les gens vont expliquer un peu dans le langage des mécanismes, mais sans que ce soit traduit nécessairement dans une approche réaliste. Et on cherchait aussi des contextes qui pouvaient déclencher ces effets-là. Alors, ça nous a mené à une théorie initiale qui comportait 17 hypothèses préliminaires, donc 17 CME. Et on a discuté de ça avec nos collègues et des groupes d'experts aussi pour aller, dans le fond, enrichir, dans le fond, cette compréhension-là. Au niveau des outils de collecte, mais là, c'était vraiment diversifié. Donc, évidemment, on voulait documenter à la fois des contextes, des mécanismes et des effets, mais surtout les lier dans une configuration explicative. Donc, on a utilisé une analyse documentaire, donc des sites web, des rapports, tout ça, des observations non participantes dans chacun des milieux quand l'intervention était déployée, un journal de bord des ergothérapeutes, des groupes de discussion qu'on a menés avec une approche d'entrevue réaliste. Cette approche-là, elle est très différente des approches de recherche traditionnelles parce elle a vraiment une visée d'aller dégager des mécanismes. Donc, c'est beaucoup des questions comment, pourquoi. Puis là, je disais aux aînés, là, vous allez voir, je vais être tannante, je vais avoir l'air d'une enfant de 2 ans, mais je vais toujours être, OK, mais comment ça marche? Pourquoi ça marche? Donc, on partait des effets. On leur demandait d'abord, parlez-moi des effets que le programme a eu sur vous. Puis ensuite, on allait dégager les mécanismes. Bon, à quoi vous attribuez ces effets-là? Dans quel contexte ça s'est produit? Et on a aussi, de façon exploratoire, utilisé des questionnaires pré-post pour mesurer des effets à court terme sur la santé, les symptômes dépressifs, le changement de comportement, les activités signifiantes et la participation sociale.
Donc, au niveau de l'analyse, c'est une analyse qui n'est ni inductive ni déductive, on l'a dit rétroductive, c'est-à-dire qu'on cherche à dégager justement ces précieux mécanismes. Et la façon que j'ai procédé, c'est que j'ai analysé dans le fond les transcriptions, puis j'ai essayé de relever les passages qui révélaient des explications causales. Donc, j'ai repéré ces passages-là, je les ai traduits sur une carte conceptuelle que vous voyez un exemple à l'écran. Puis la carte conceptuelle, elle est structurée par grandes composantes du programme. Par exemple, les rencontres de groupe, les rencontres individuelles, c'est ce qu'on voit en jaune, mais j'ai aussi inclus des composantes qui sont un petit peu plus marginales, comme les devoirs à la maison, le fait de partager une collation pendant les pauses. Puis ce qu'on voit sur la carte en turquoise, ce sont les contextes et en rouge, les deux volets des mécanismes, donc la ressource qui est introduite par l'intervention et ensuite comment les gens ont réagi, et en vert, les effets proximaux et distaux auxquels ça a mené. Cette configuration CME-là, je la traduisais aussi dans une phrase explicative. Fait qu'en bas, dans un journal analytique, je la notais sous forme de phrase plutôt que sous forme de carte, puis elle était titrée et chiffrée. Donc, au niveau des résultats, dans le fond, on a eu 24 participants aînés qui étaient âgés de 65 ans et plus. L'âge médian était de 80 ans. C'était majoritairement des femmes à faible revenu. La plupart considéraient leur santé bonne ou excellente. On avait 6 à 9 participants par groupe. Le profil était globalement similaire, mais ce qu'on voyait au niveau des différences, c'était surtout au niveau des transitions de vie récentes, qui étaient plus fréquentes dans le milieu privé et public, un petit peu absentes dans le milieu communautaire. Puis, l'autre différence, c'était la langue usuelle, qui était l'anglais pour le milieu public. Alors, la théorie qu'on a dégagée, ça ressemble à ça. Ce qu'on voit, c'est que les effets du remodeler sa vie, ils dépendent effectivement des différentes ressources introduites par l'intervention. Si on regarde au niveau du groupe, les ressources qui sont introduites, c'est plus des occasions de créer des liens, donc des occasions d'interaction, des occasions de partager des expériences, de relever des défis. Et si on suit la flèche, on voit que le groupe va déclencher des mécanismes en vert qui sont plus de nature relationnelle, cognitive, émotionnelle et motivationnelle. Et ça, ces mécanismes-là mènent surtout à des effets sur la santé mentale, puis il y avait une tendance aussi sur l'amélioration par rapport à la dépression. Alors que si on prend les ressources qui sont introduites par la composante des rencontres individuelles, on voit que ce n'est pas les mêmes ressources qui sont introduites. C'est plus une occasion d'explorer des enjeux qu'on ne parlerait pas en groupe, une occasion de développer des outils. Et puis ça mène à des chemins de mécanismes différents, notamment des mécanismes qui sont plus réflexifs, plus identitaires, des mécanismes de prise de conscience aussi. Et au niveau des effets, ça a surtout un effet sur la progression dans les stades de changement de comportement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité entre les mécanismes qui sont déclenchés par les rencontres de groupe et les rencontres individuelles. Et deux aspects intéressants aussi, c'est qu'une même ressource peut déclencher des mécanismes différents pour une même personne, voire même des mécanismes qui sont contre-productifs. Par exemple, se fixer des objectifs, ça peut être mobilisateur pour certains, mais ça peut être un frein aussi pour d'autres. Puis, il y avait une participante du groupe anglophone qui disait, setting goals sounded like homework, not life work. Fait qu'elle avait l'impression que c'était une obligation, un devoir de se fixer des objectifs, puis que si l'objectif, c'était de marcher 1 kilomètre, puis qu'elle voyait une fleur, elle ne pouvait pas s'arrêter pour sentir la fleur. Fait que ça la déroutait un peu. L'autre idée intéressante qui ressortait, c'était que les mécanismes s'activaient un petit peu à la manière d'un gradateur. Donc, chacun avançait un peu à son rythme, puis ça pouvait nécessiter aussi des actions répétées avant qu'un mécanisme se déclenche puis mène à un effet. Puis il y avait une ergo, je trouvais qu'il illustrait bien. Elle disait, tout le monde a eu un peu des effets dans le groupe. C'est comme une fleur qui va éclore, mais ça n'a juste pas tout fleuri en même temps dans le jardin du groupe. Donc, alors, au niveau de la discussion, ce qu'on voit,
c'est qu'il y a une certaine tendance dans la clinique à vouloir utiliser les composantes du remodeler sa vie de façon séparée. Donc, certains ergos vont vouloir faire uniquement, par exemple, de l'intervention individuelle parce que c'est plus facilement applicable, mais on voit vraiment que ça ne déclenche pas les mêmes mécanismes et ça ne mène pas aux mêmes effets, d'où l'importance de l'utiliser dans son intégralité. On a aussi vu des liens qui étaient cohérents entre les mécanismes et certains cadres théoriques existants, donc ça vient renforcer la crédibilité de la théorie. Puis l'approche réaliste, mais ça nous invite à ouvrir la boîte noire pour comprendre le fonctionnement de l'intervention. Puis c'est une approche qui est sensible à toute la complexité des contextes, mais aussi à l'agentivité humaine. Donc, en conclusion, ben, lorsqu'on l'utilise vraiment dans le respect de ses fondements, de ses idées clés, mais le remodeler sa vie, c'est vraiment un levier d'autonomisation pour permettre aux aînés de développer la capacité à agir sur leur santé, sur leur bien-être. Et c'est surtout vrai quand il y a des situations de transition ou d'adversité. Puis l'étude, son apport particulier, c'est qu'elle dépasse, dans le fond, l'idée de mesurer des effets pour comprendre bien, pour qui ça fonctionne, comment, dans quel contexte. Alors, ça nous fournit une explication causale qui est plus complète, qui est plus plausible, qui est plus transférable. Et ça apporte aussi une contribution méthodologique à la recherche sur le vieillissement parce que c'est une approche de recherche qui est encore très peu utilisée. Et pour la suite, bien évidemment, on aimerait étudier le remodeler sa vie au regard d'autres enjeux contemporains et importants, comme les changements climatiques, et aussi évaluer sa rentabilité. Et il y a des approches super intéressantes, dont l'évaluation réaliste économique. Voilà, donc merci. Merci pour votre attention. Merci au CDRV pour le financement de cette initiative stratégique. Donc, on va poursuivre. C'était vraiment intéressant. Ça s'applique à vraiment beaucoup de champs et de domaines. Ça me donnait plein d'idées. J'ai plein de questions. Je vais me contrôler puis je vais les garder pour après. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Donc, je vais inviter nos deux prochaines conférencières. Donc, Chantal Biscogliosi. Tu vois, je savais que j'allais l'échapper. Sarah, je sais, elle me l'a fait pratiquer juste avant. Je veux juste pas comme l'écorcher. Sarah Raimali, je l'ai eu. Bref, donc une deuxième initiative stratégique super intéressante aussi. Donc, encore une fois, on a un duo. On voit pas ça, mais je vous laisse gérer. Donc, encore une fois, un duo qui va nous présenter les résultats de cette initiative stratégique. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est super content de pouvoir vous entendre. Merci de l'invitation. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est que tu sais, ça allait bien tout à l'heure, là, les filles étaient vraiment dans le temps. Je peux juste lever la main, faire un petit quand il reste 5 minutes. Fait que si vous voyez m'agiter, c'est pas parce que j'ai une question. Afin qu'après ça, on réinvitera Mélanie et Marie-Hélène en avant avec vous pour la période de questions si ça vous convient. Donc, je vous cède le relais. Il y a le deuxième qui va être ici pour Chantal. Correct comme ça. Hein? Bonjour, nous aussi, donc on est content de vous présenter. Nous aussi, c'est dans le cadre de projets financés par les initiatives stratégiques. Donc, qu'on a terminé et qui a donné des petits que vous allez pouvoir voir à la fin. Donc, moi, je n'ai pas les photos des personnes de l'équipe. Il y avait plein de choses inspirantes dans il y avait plein de choses inspirantes dans l'autre présentation, mais donc plusieurs co-chercheurs, plusieurs étudiants impliqués, puis des partenaires impliqués également, puis des cliniciennes impliquées aussi. Donc, les stratégies cognitives, c'est quoi pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça? Puis, probablement que c'est la majorité d'entre vous. Donc, ça se veut un petit plaster. Ça, c'est mon expression depuis bien des années que, habituellement, mes étudiants, ils accrochent là-dessus. Donc, on est habitué, quand les personnes ont des problèmes cognitifs, d'avoir des gros plasters. On envoie la popote roulante, une auxiliaire, quelqu'un donne les médicaments. Donc, on a des gros plasters. La personne ne fait plus ses activités. Il y a quelqu'un qui est fait pour elle. Donc, les stratégies cognitives, ça permet de laisser la personne utiliser ses capacités préservées, puis d'utiliser des stratégies qui vont lui permettre d'apprendre une façon
plus routinière d'apprendre, qui n'est pas basée sur se rappeler consciemment. OK? Donc, c'est basé sur apprendre des automatismes, puis je ne sais pas que je l'ai appris, mais je l'ai appris. OK? Donc, c'est ça, pour que les personnes puissent garder le plus possible leur capacité préservée puis leur capacité à réaliser leurs activités. Fait qu'on remplace des gros plasters par des petits plasters avec des stratégies cognitives. Donc, les stratégies cognitives nous permettent de faire des apprentissages. Donc, ça permet, comme la personne demeure plus active, c'est comme un peu quand on est hospitalisé ou qu'on a une grippe puis qu'on reste alité, on perd rapidement nos capacités. Bien là, en cognition, c'est la même chose. Use it or lose it, bien, ça permet d'utiliser les capacités du cerveau qui sont saines, en mémoire procédurale, en récupération implicite, pour compenser celles qui sont plus atteintes en mémoire épisodique ou les fonctions exécutives, par exemple. Et bien, ça permet aussi dans le réseau d'octroyer les ressources au bon moment. Hein. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent continuer à avoir pas beaucoup de services, mais parce qu'ils utilisent leur capacité préservée, puis en plus, bien, elles sont fières de ça. Donc, ça, c'est ce qui a déclenché il y a plusieurs années ma maîtrise. Donc, j'étais tannée de me faire dire par le personnel où je travaillais quand j'étais clinicienne. Donc, la madame, elle n'a pas de possibilité d'apprentissage. Hein. On entend ça, oui, elle en a, mais on n'utilise pas les bonnes stratégies. C'est un petit peu ce qui est à l'origine de tout ça. Donc, je trouvais ça important aussi de distinguer l'entraînement cognitif de la réadaptation cognitive, la stimulation cognitive. Je me fais souvent demander pour faire une conférence sur la stimulation cognitive. Puis là, je pose une couple de questions parce que je ne suis pas trop sûre ce qu'ils veulent. Parce que moi, je parle plus de la réadaptation cognitive, même si la stimulation cognitive, c'est super, puis l'entraînement cognitif aussi. Donc, l'entraînement cognitif, là, on peut le faire avec des jeux vidéo, hein, entraîner notre mémoire de travail, notre attention divisée, notre capacité, notre vitesse de réaction, tout ça, ça fonctionne très bien. OK? C'est pas ça qu'on fait. On n'améliore pas leur mémoire, OK? Bien, pas juste avec les jeux vidéo, mais on ne fait pas ça. On n'améliore pas leur mémoire. On améliore leur capacité à réaliser leurs activités malgré les difficultés de mémoire. Je vais sauter la réadaptation cognitive. Donc, la stimulation cognitive, c'est super bon aussi. OK? Donc, on peut parler à la personne de quand elle était jeune. Elle se rappelle des souvenirs en mémoire à long terme, comme on dit en bon français. OK, ça aussi, c'est bon. Ça a des effets positifs. Ça les garde actifs, stimulés cognitivement, donc des activités cognitivement exigeantes. C'est super bon. C'est pas ça que je fais non plus, mais on dit aux gens de le faire là, quand même. Hein? OK. Donc, ce qu'on fait, nous autres, dans notre labo, la réadaptation cognitive, c'est les stratégies cognitives. Donc, c'est d'utiliser des façons d'apprendre à notre insu. OK? Donc, on automatise des apprentissages. Ah! J'ai dû peser trop vite sur le bouton, j'espère. Donc, les 4 stratégies qu'on combine, ce n'est pas une ou l'autre. La plus importante, c'est l'apprentissage sans erreur. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dire le mauvais nom pour une personne, bien, c'est toujours celui-là qui nous revient. Hein? Avez-vous changé de micro-ondes dernièrement? Là, ils ont rajouté un petit bouton pour pas que les enfants s'ébouillantent, une petite clé. Bon, ben, tu sais, on n'est pas habitué de la faire, fait qu'on fait toujours l'ancienne séquence. Donc, l'apprentissage sans erreur, c'est de automatiser la bonne séquence du premier coup. Puis c'est pas ça qu'on fait dans le réseau de la santé. On les teste. Puis les proches, ils les testent. C'est ça notre mosus de réflexe. On les teste. Puis ça, ben, ça l'empêche d'apprendre parce qu'on dit, je vais regarder si elle s'en souvient. Ben non, elle ne s'en souviendra pas. Il faut arrêter de les tester. OK? Donc, on lui dit, mettez vos freins de fauteuil roulant. Le lendemain, on se dit, je vais checker, bon, ça s'en souvient. Ben non, elle ne s'en souvient pas. Puis si on attend qu'elle ait commencé à se lever pour lui dire, madame, hier, on l'a dit, il faut mettre vos freins de fauteuil roulant, jamais elle va l'apprendre. Jamais. OK? Au bout de 1000 fois, 10 000 fois, elle ne va pas l'apprendre parce que son corps encode. Moi, là, j'avance mes fesses, j'avance mon dos, puis je me lève. Son corps apprend une séquence. Fait que dans notre façon de dire les consignes, il faut le dire de façon explicite pour que la séquence soit faite dans le bon ordre, pour que la personne l'apprenne dans le bon ordre. Puis ça marche rapidement. Je l'ai faite avec une madame l'autre jour à Grace, puis à Grace Village, puis elle me disait,
elle me racontait, on pratiquait le micro-ondes, puis elle me racontait entre chaque 2 minutes qu'on le pratiquait, elle me racontait encore qu'elle n'avait jamais utilisé ça parce que dans le temps, elle cuisinait sur le poêle à bois, mais elle était vraiment contente de pouvoir m'aider. Elle me disait ça entre chaque pratique de 2 minutes. OK? Puis là, je lui disais, est-ce que vous êtes tannée? Elle me dit, non, non, non. On peut le faire, là, on peut commencer si vous voulez. Elle avait l'impression qu'on recommençait, mais au bout de 10 minutes, elle l'avait appris. Mais à chaque fois, elle pensait que c'était la première fois qu'elle le faisait. OK? Fait que c'est un petit peu un exemple concret là, pour vous expliquer. Donc, l'apprentissage sans erreur, vous allez vous en souvenir, c'est le plus important. L'estompage, on diminue nos consignes. Des fois, on pointe, des fois, on met des pictogrammes. On les enlève graduellement parce qu'on veut qu'elles soient autonomes à la fin. L'encodage moteur, bien, comme j'ai dit, on le fait, on le refait. Puis, la récupération espacée, ça, c'est ma stratégie entre parenthèses parce que dans la vraie vie, on ne peut pas l'utiliser bien comme ils l'utilisent en labo. Eux autres, ils doublent. Ils partent à 10 secondes, ils le refont à 20 secondes, à 40 secondes. Ça ne marche pas trop en dehors des laboratoires, ça. Fait qu'elle, on essaie de répéter le plus possible, de le refaire le plus possible, mais c'est plus ou moins réaliste. Donc, dans une étude qu'on avait faite avec le CIUS-MCQ, donc c'est dans les activités dans lesquelles ils les avaient utilisées. Donc, c'est des personnes qui attendaient une relocalisation. Donc, qui étaient suffisamment en perte d'autonomie cognitive pour devoir être relocalisés. Ce qu'ils ont surtout travaillé, c'est la prise de la médication. Donc, ça a fonctionné. Les gens ont en moyenne une quinzaine de mois de report de la relocalisation sans suivi de la stratégie, mais juste l'avoir appris une fois. Et on se doute que si on le refait, bien, s'ils perdent un petit peu, mettons qu'ils perdent une étape, si on le refait, ils le réapprennent. OK? Donc, durée de maintien des acquis, donc ça évite, ça diminue le nombre d'heures soins aussi quand même beaucoup, une médiane de 3 heures par personne de diminution d'heures soins par semaine. Changement de milieu de vie, les gens se sentent compétents, ils disent, ils sont contents, ça donne une lueur d'espoir, ça améliore la relation dans la dialogue entre le proche puis la personne atteinte également, parce que la personne atteinte, elle se sent soutenue à faire les choses qu'elle veut faire, plutôt que de les faire par quelqu'un d'autre. Donc, je vais pas... non, je suis encore moi. Donc, notre étude voulait évaluer les besoins pour une formation pour utiliser les stratégies cognitives pour les intervenants, développer une formation de formateur parce que là, c'est souvent moi qui donne la formation, ou Sarah, puis là, bien, on manquait de bras un peu pour donner la formation. Donc, on voulait développer une formation de formateur puis évaluer les effets de la formation de formateur. Donc, on a utilisé une approche de co-création. On a fait une version bêta de ressources qu'on pensait. On les a soumis à des cliniciens. Ils rétroagissaient. On développait d'autres ressources. On a développé beaucoup de choses suite à leurs commentaires. On leur resoumettait, on rebonifiait. Donc, avec des focus group et des questionnaires. Donc, des intervenants, des gestionnaires qui ont participé également. Donc, on avait un comité consultatif plus macro, plus pour penser à la pérennisation, à l'implantation, au développement à long terme, et un comité de pilotage qui réglait là, les questions là, vraiment plus opérationnelles. OK, cette ressource-là, c'est pas clair, il manque un petit lien ici. Et notre comité de suivi là, à l'interne. Donc, on a fait un échantillonnage par choix raisonné pour avoir une diversité de personnes formatrices, une diversité de milieux, approche qualitative, quantitative, là, avec des groupes de discussion, des entrevues et des questionnaires. Donc, Sarah va vous présenter les résultats de notre formation. Pour suivre, en fait, la formation de formateur, on avait 3 milieux partenaires. Donc, on avait le CIUS de l'Estrie qui est avec nous. On avait les sociétés Alzheimer régionales aussi, dans une des sociétés Alzheimer régionales. Puis Grace Village, qui est une RPA dans le coin de Sherbrooke. Donc, notre premier objectif, comme Chantal l'a dit, c'était d'évaluer les besoins pour une formation de formateur selon la perspective des personnes participantes qui avaient consulté la première version. Donc, on offrait le contenu asynchrone que je vais vous présenter, une formation synchrone de 5 heures, aussi pour un total d'à peu près 6 heures de consultation des ressources. Puis la collecte pré consistait à un questionnaire socio-démographique avec des échelles de Likert, puis un groupe de discussion focalisé.
Donc là, c'est pour plus une version schématique de ce qu'on a dit, là, mais en fait, on se situe dans la partie du déroulement en haut avec le contenu initial de la formation de formateur. Donc, en termes de résultats, ce qui sortait, c'est que les personnes formatrices avaient besoin de plus d'exemples très concrets et très réalistes. Puis souvent, ce que nous, on voyait quand on faisait du coaching avec d'autres intervenants avant, c'est qu'ils ont toutes les informations en tête, ils comprennent les stratégies, mais c'est au moment de les mettre en action, là, ils nous rappellent puis ils nous disent, ah ben là, je le fais combien de fois, puis c'est quoi le délai spécifique, puis c'est ça, d'avoir le plus possible d'exemples concrets avec des chiffres, puis des cas cliniques, ça les aidait à le mettre en pratique probablement par la suite. Puis aussi de savoir c'est quoi la panoplie d'exemples ou de situations dans lesquelles les stratégies cognitives pouvaient être utilisées, c'était aidant pour eux. Puis le deuxième besoin, c'était d'utiliser le vocabulaire reconnu par les organisations d'appartenance selon les milieux que je vous ai nommés. Donc, c'est, par exemple, il nommait que parler de personnes atteintes à certains moments dans notre contenu, on ne l'avait pas encore changé. Puis, ça faisait en sorte que d'utiliser des termes qu'eux n'utilisaient pas dans leur quotidien d'intervenant, soit au CIUS ou aux Sociétés d'Alzheimer ou à Grace Village, ça faisait qu'ils étaient moins engagés ou qui sentaient qu'il y avait peut-être une moins bonne adhérence avec le contenu qu'on proposait. Ensuite, en termes de besoin d'outils pour s'orienter dans la formation, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de contenu qui, selon nous, l'ensemble du contenu était nécessaire, mais ça les aidait beaucoup d'avoir un document ressources, là, notre document de procédure qui présentait chacune des ressources, qui leur disait qu'est-ce qui allait être abordé puis combien de temps ça allait prendre pour le faire, ce qui facilitait la planification un peu terre à terre ou quotidienne de se dire, ben, aujourd'hui, je vais regarder telle ressource, ça va me prendre tant de temps, puis que ça demeure réaliste pour les formateurs qui étaient dans le projet. Ensuite, le besoin d'une communauté de pratique, c'est ressorti dans ce projet-là, mais je pense que ça ressort dans d'autres projets aussi qu'on a. Comme c'est quelque chose de nouveau que les intervenants n'ont pas l'habitude de faire, mais ils ne peuvent pas nécessairement appeler leurs collègues à côté d'eux au travail pour poser des questions parce que ces personnes-là ne sont pas formées ou ils ne connaissent pas aussi bien les stratégies cognitives. Fait que le fait de se rassembler puis de pouvoir brainstormer entre personnes formées, c'était considéré comme un besoin. Pour le deuxième objectif qui était de développer la formation de formateur, donc la V2 de la formation, on a créé du contenu supplémentaire, puis on avait des rencontres là, pour s'assurer que le contenu qu'on développait était cohérent avec les besoins qui étaient identifiés à l'étape 1. Donc là, on vous a mis les différents types de ressources, mais on vous a mis aussi une photo. Donc, ici, on a la liste d'exemples avec des objectifs à travailler qu'on a fait en fonction des différents milieux de pratique, parce qu'il y avait pour des gens, mais admettons, avec des difficultés cognitives qui étaient plus légères ou un trouble neurocognitif majeur, c'est 2 sous-groupes de la population avec qui on travaillait puis qui peuvent bénéficier des stratégies cognitives, mais l'objectif va être différent. Par rapport, par exemple, quelqu'un qui veut travailler l'hygiène, par exemple, pour quelqu'un qui a moins de difficultés, mais ça pourrait être de travailler l'initiative, de débuter la routine d'hygiène le matin. Mais pour quelqu'un qui a vraiment plus de difficultés, on pourrait aller travailler un objectif au niveau de l'hygiène qui est de penser à laver chacune des parties du corps de manière plus procédurale. C'est 2 objectifs au niveau de l'hygiène, mais on a tout fait un gros document avec des exemples pour les intervenants. On avait aussi des capsules sur chacune des stratégies cognitives et des fonctions cognitives également. Le document de procédure que je vous ai mentionné verbalement tantôt avec chacune des ressources, puis des fiches d'application avec détaillées, là, en fait, avec les questions à se poser puis les étapes d'application des stratégies. Pour le troisième objectif, qui était de documenter les effets, on a vu une augmentation des connaissances acquises selon les personnes formées et du sentiment de compétence. Puis finalement, pour les facteurs qui affectaient le sentiment de compétence, il parlait d'avoir une bonne connaissance de base de la formation, puis de vraiment avoir intégré ce qui était inclus dans la formation. Puis aussi, ce qui affectait peut-être plus négativement, là, le manque de temps, le manque de ressources au sein du système public qui pouvait être considéré comme un frein. Donc,
bien que l'efficacité des stratégies cognitives avait déjà été démontrée, ça, c'est pas nous qui l'avons fait, là, ça fait plusieurs années que c'est démontré, sont très, très peu utilisées dans le réseau. Fait que le développement de cette formation de formateurs-là, puis de la formation d'intervenants qui a suivi, parce que les formateurs nous ont dit aussi, on a besoin d'une formation clé en main. Nous autres, on est formés, là, mais c'est pas vrai qu'on va faire des diapos. Puis, fait que développez-nous une version abrégée à l'essentiel que nous, on peut utiliser pour former nos intervenants dans les milieux. C'est ce qu'on a fait par la suite. Donc, on pense que ça, c'est-à-dire ça devrait permettre aux personnes d'arrêter de corriger verbalement les séquences, puis plutôt d'agir en amont pour donner les bonnes consignes, parce que c'est difficile à opérationnaliser les stratégies cognitives. Puis vous voyez, les feuilles d'opérationnalisation, on les a développées pour vraiment beaucoup, on pense pour la plupart des apprentissages qui sont visés, autant là, pour les stades légers que plus avancés. C'est sûr que ça demande, c'est jamais exactement la situation de la personne, ça demande un petit peu d'adaptation, mais on pense que ça va faciliter l'implantation, puis ça va faciliter de former les intervenants aussi, puis d'évaluer après, de pouvoir implanter, puis évaluer l'implantation. Donc, les formateurs aussi, ce qui est ressorti, c'est qu'ils disent que pour être formateur, on ne peut pas juste suivre la formation, il faut aussi avoir une connaissance d'être intervenu avec la clientèle, d'avoir une bonne connaissance de la clientèle, de comment, c'est quoi leurs besoins, etc. Fait que ça, c'est ceux qui suivent la formation puis n'ont pas cette expérience-là avant, mais on les jumelle avec quelqu'un pour au moins qu'ils l'offrent une fois avec quelqu'un qui a une connaissance de la clientèle. Puis la communauté de pratique, là, ça semblait essentiel et on l'a mis de l'avant. Donc, ça nous a permis là, donc, les besoins exprimés par les participants, donc d'avoir une formation clé en main, je l'ai dit, besoin pour les formateurs aussi de co-animer une formation. Donc, en ce moment, c'est ça qu'on fait. Toutes les fois que je donne des formations dans des milieux, je m'assure d'avoir un co-animateur du milieu pour favoriser l'appropriation puis la pérennisation aussi. Ça, je l'ai dit. Voyons, c'est moi qui... Puis bon, c'est ça. Suite à ça, on a développé le volet formation des intervenants avec une subvention qu'on a eue du CIUS. On a fait une étude de pré-implantation pour voir les facilitateurs puis les obstacles à l'implantation dans différents types de milieux, autant communautaires que dans le réseau, que dans les résidences pour aînés. Puis une implantation dans les organismes communautaires qui est en cours là, depuis 1 an. Et là, on adapte beaucoup les ressources qu'on vous a présentées, mais pour des déficits beaucoup plus légers. Donc, des personnes qui se disent « j'ai de la difficulté à apprendre, mais qui n'ont pas de diagnostic ». Donc, vraiment pour les accompagner en amont, pour qu'ils maintiennent vraiment toute leur capacité le plus longtemps possible. Puis, on espère obtenir une subvention qu'on va soumettre là, à Sion, MEIA, là, pour le faire en téléréadapt. Donc, c'est ça. Fait on invite nos amis à nous joindre pour les questions. Et puis, on remercie beaucoup le CDRV de nous avoir permis. C'était le premier pas de tout ça, là, fait que ça nous a permis vraiment d'avancer. On va partager mon micro. Donc, on va passer à la période de questions. Je vous invite à l'avant, là. Je sais pas, c'est moi. Je partage avec Marie-Hélène. OK. Oui, c'est ça. Vous pouvez venir en avant, là. Je pense que tant qu'à faire, là, vous êtes extraordinaire. D'abord, je veux dire une chose. Moi, vos présentations, elles me donnent de l'espoir. Puis je me dis, moi aussi, je vais le faire au milieu de sa vie quand je vais vieillir puis que je vais avoir besoin de changer des comportements. C'est vraiment difficile. C'est une grosse job et je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'aurais donc aimé te parler avant que ma mère ait sa démence. J'aurais vraiment vécu moins de frustration. Fait que c'est vraiment super, vraiment inspirant ce que vous faites. Fait que je vais laisser place aux questions. Donc, est-ce qu'il y a une question dans la salle pour commencer? En ligne, Jessie, je te laisse gérer. Je vous amène le micro, s'il vous plaît, l'attendre pour les personnes qui sont en ligne.
Je suis désolée, j'aurais deux questions à l'équipe de Mélanie. La transition que vous parlez de chaque transition de vie en général ou une transition qui vise la relocalisation de milieu de vie? Puis pour l'équipe de Chantal et Sarah, euh, la formation de formateurs, les cohortes que les formateurs auraient à former, les intervenants qui seraient encouragés à suivre les formations, ça se fait comment, la promotion de l'assistance à cette formation-là? Bien, merci pour la question. Nous, dans le cadre de l'étude, on a regardé les situations de transition de vie récentes et ça se traduisait dans nos milieux souvent par un déménagement récent en résidence, par exemple, mais aussi des situations de deuil ou de blessure, mais c'était pas mal les situations qu'on voyait en termes de transition de vie. Mais cela dit, on voit que ces situations-là où on doit repenser notre mode de vie, incluant comme un passage à la retraite ou même chez des plus jeunes, des doctorants, par contre, par exemple, qui ont besoin de repenser leur équilibre de vie, c'est applicable, dans le fond, à toute personne et c'est particulièrement propice quand on est dans ces situations de transition-là parce qu'on est plus ouvert justement à repenser son mode de vie, les activités qui composent notre quotidien. Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles sont porteuses de sens? Est-ce que ce qu'on fait dans la journée, c'est vraiment ce qui contribue à notre santé et à notre bien-être? Pas de complément. Ben, nous, pour l'instant, c'est les formateurs qui en parlent dans les organismes partenaires avec lesquels on a travaillé puis qui ont recruté. On l'a fait aussi, la formation d'intervenants, là, et qui ont recruté des intervenants avec les gestionnaires de leur organisation. Mais là, depuis récemment, on a eu une déclaration d'œuvre avec le SARIC, le CIUS, hein, les partenaires. Et là, c'est le CESS qui va offrir la formation pour les intervenants. Donc, on est dans ce processus-là. Ce matin, c'était un peu stressant parce que je passais aussi encore à la déclaration d'œuvre pour AMI, qui est l'application web qui est complémentaire à la formation. C'est une application web qui aide à l'opérationnalisation des stratégies. Et c'était short un petit peu. Je n'ai pas eu mon mot à dire dans l'horaire qu'ils m'ont ils m'ont mis. Fait que ça m'a mis un petit peu de stress, mais finalement, tout a bien été. Je suis arrivée à temps. Fait que ça aussi, on veut que ça soit diffusé par le CESS. Donc, ce matin, ça concrétisait que ça va être diffusé par le CESS. Donc, le CESS va être vraiment très aidant pour aider à promouvoir. Puis, le CIUS s'est intéressé aussi beaucoup à promouvoir aussi au niveau provincial, à plus large échelle, où je manque de stratégie, on dirait, pas stratégie cognitive, mais de stratégie stratégique, là, tu sais. Merci beaucoup. Il va y avoir une question en ligne. Donc, je vais laisser la... Oui, allô? D'accord, donc, parfait, merci. OK. Je n'étais pas sûre, ça a coupé. En fait, quand vous parlez d'intervenants, est-ce que il y a une classe d'emploi spécifique ou ça peut être ouvert vraiment à tous ceux qui sont intéressés puis qui ont un contact avec des personnes ayant un trouble neurocognitif? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, aussi la famille, si elle veut avoir cette formation, est-ce qu'elle Ouais. pourrait la recevoir? Ben, merci pour la question. Là. On n'a pas parlé, mais c'est une très bonne question. Donc, les intervenants, il n'y a pas de classe d'emploi, de titre d'emploi. Il faut avoir une crédibilité dans l'organisme où on donne la formation. Je dirais que c'est peut-être ça, quand même une bonne expérience pour être capable de répondre aux questions des autres intervenants auxquels on donne la formation. Pour les proches aidants, la formation n'est pas destinée à eux. On avait fait des ateliers, je n'ai pas parlé, mais on avait fait une série de 7 ateliers de 2 heures avec les proches aidants pour les aider à utiliser l'application AMI que je n'ai pas parlé non plus, mais que j'ai un petit peu parlé. Mais donc, c'est plus des ateliers interactifs en plus petits groupes qui sont basés vraiment sur leur situation à eux, tandis qu'avec les intervenants, la partie asynchrone est plus générale, puis dans la partie synchrone, on revient avec les spécificités de leur clientèle à eux. Mais c'est ça, les proches aidants, j'aime mieux la version atelier de 2 heures. Là. C'est pas conçu de la même façon du tout parce que
En tout cas, ça pouvait pas, on l'avait. C'est parce que je l'ai fait 3 fois. Je l'ai restructuré, je l'ai reviré de bord 3 fois, la formule atelier. La première fois, ça n'a pas marché trop bien. On s'est réajusté vite, on a changé ça, on a fait une deuxième version, puis la troisième version là, est très bien. Là. Mais la structure ne pouvait pas être la même que les intervenants, puis je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Fait que c'est pour ça que ça ne peut pas être la même chose. Merci. Oui, merci, félicitations, très inspirant. On dirait des programmations de recherche de 30 ans, plus que des projets. Ma question peut s'appliquer aux deux. Donc, moi, dans mes travaux de recherche, depuis que j'ai commencé à travailler sur le vieillissement, je pense qu'il y a un intérêt à considérer le vieillissement à partir du mid-age, qu'on dirait en anglais, 45-50 ans, un peu comme le LCV fait. Donc, ma question, c'est dans une démarche de prévention et justement pour être complémentaire de notre système de santé qui l'est moins, mais dans une démarche de prévention, est-ce qu'on peut penser que ce que vous avez proposé, que ce soit les stratégies cognitives, que ce soit modéler sa vie, si on les implémentait autour de cet âge-là, est-ce que vous pensez de votre expérience que ça favoriserait le renforcement qu'on ferait, que ce soit en habitude de vie ou en stratégie cognitive, une fois qu'un diagnostic d'incapacité est posé? Ou bien c'est pas vraiment une plus-value et ce serait plutôt multiplier des ressources indûment. Je ne sais pas si ma question est claire. Merci, Ruth. Je vais y aller parce que Chantal m'a donné le micro. Simple de même. Puis tu rajouteras, puis après, on vous passera. Mais merci pour cette question-là. Puis en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais le remodeler sa vie, ça a été développé, pensé pour les personnes aînées, mais c'est une approche. Donc, puis j'ai passé rapidement aussi, mais on l'a utilisé là, dans le contexte de jeunes, ni en formation, ni aux études, ni en emploi, les NIF. Donc, il y a plusieurs façons. Là, on l'a aussi réfléchi pour réduire le temps d'écran chez les jeunes. Et tout le monde est là. Mais l'idée derrière ça, c'est que c'est vraiment une approche de redonner du pouvoir aux gens, puis de les outiller pour qu'il y ait une auto-analyse de leur routine de vie pour qu'elle soit davantage saine et porteuse de sens. Fait que tout le monde en fait, on vit tous des défis les gens qui sont 100% toujours saines habitudes de vie, ça n'existe pas. Donc, puis je pense que où on est le plus vulnérable, c'est lorsqu'il y a des transitions. Donc, oui, lorsqu'on vit des deuils, lorsqu'on a un diagnostic de maladie chronique, lorsqu'on a comme un changement d'emploi, un changement de domicile, mais toutes ces transitions-là, qu'on vit en couple puis qu'on se sépare, etc. Toutes ces transitions-là sont vraiment importantes. Puis quand on pense à la préparation à la retraite, par exemple, on met de l'avant comme société beaucoup l'aspect financier. Hein. Comment se préparer financièrement à la retraite? C'est un des aspects parmi tant d'autres. Fait que tout à fait. Je pense que de le faire plus tôt possible, ces saines habitudes de vie-là sont réfléchies, ces stratégies-là d'auto-analyse de ces routines, mieux on est outillé. Puis comme ergothérapeute, quand on travaille en soutien à domicile, on agit énormément là, en pompier. Là, wouh, là, ça va pas bien. Fait que là, il faut aller au domicile, il faut suggérer des modifications. Mais si on agissait beaucoup plus en prévention, puis qu'on outillait les gens en prévention de j'ai un nouveau problème de santé, je déménage, mon conjoint décède, etc., ma conjointe décède, bien, tout ça, ça ferait en sorte que les gens pourraient vivre ces transitions-là, pas nécessairement sans soutien professionnel, toujours, mais en étant beaucoup moins dépourvus. Donc, voilà. Puis, je pense qu'à ça, j'ajouterais que, bien évidemment, qu'il y a une pertinence à le faire plus tôt que tard, comme on disait, mais l'autre information à dire, je pense, c'est qu'il n'est jamais trop tard non plus pour changer un mode de vie. Puis même quand on a des maladies chroniques, les études que tu as faites avec des participants aînés avec et sans maladies chroniques indiquaient des bénéfices différenciés pour chaque groupe. Donc, c'est jamais trop tard pour entreprendre ce cheminement-là. C'est un peu dans la même direction, mais je pense que nous, souvent, quand les ergots
arrivent en soutien à domicile avec les aînés qui ont des difficultés cognitives ou qui sont comme en train d'avoir les suivis pour avoir un diagnostic, mais souvent, ces personnes-là ont déjà délaissé des activités qui étaient importantes pour elles ou qui faisaient, puis sont moins autonomes que ce qui aurait pu être si on avait intégré des stratégies cognitives auparavant. Et que nous, on essaye de rétro-pédaler en leur disant, ben, peut-être qu'il y a des activités que vous aimeriez réapprendre, mais l'idéal, ça serait que dès que la personne a des difficultés, ben, elle soit prise en charge ou que les proches soient au courant des stratégies pour maintenir l'implication ou modifier l'activité, puis qu'elle soit maintenue versus arrêtée, puis après ça, c'est plus difficile de réintégrer quelque chose. Puis ce qui est intéressant dans le projet de recherche, c'est que les intervenants, ils ont comme une forme de flexibilité en termes de ce qu'ils veulent travailler. Puis parfois, nous, on travaillait sur utiliser le téléphone pour appeler les enfants, puis réapprendre l'utilisation des boutons du téléphone, vraiment. Mais je ne sais pas à quel point une ergo qui arrive en ce moment, ça aurait le luxe de travailler ça en premier, parce que justement, on arrive c'est plus la médication, puis des choses qui ont moins de signifiance pour certaines personnes, là, fait qu'effectivement. Ouais. Puis, ben, en complément à ce que Sarah a dit, puis les exemples étaient super pertinents, les stratégies n'ont pas été conçues à la base pour les personnes avec un trouble neurocognitif. Ça a été utilisé à la base avec des personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral. Puis, c'est utilisé avec les enfants. Différents diagnostics. Fait que c'est pas spécifique. Fait que oui, on peut les utiliser avant. Dans le projet avec le CRSH, donc vraiment des gens en communauté qui n'ont pas nécessairement de diagnostic. Puis dans celui qu'on va déposer le 3 mai, c'est pour des bénévoles qui commencent à perdre leur capacité, mais qui voudraient maintenir leur engagement bénévole. Donc, j'espère que ça va marcher. Ça serait plus en amont, plus de la prévention, puis tout ça. Puis une autre étape, mais la Fédération des sociétés Alzheimer m'ont dit que j'étais un peu vite pour ça. On voudrait le faire aussi dans les milieux de travail pour des employés qui commencent à avoir plus de difficultés à réaliser leur tâche de travail. Donc, utiliser des bonnes stratégies là, pour demeurer là, efficace puis engagé si c'est ce qu'ils veulent. Mais là, il y a une question d'assurance, puis tout ça. Fait que c'est un peu complexe, là. Fait qu'il faut réfléchir un petit peu plus en longueur que ça. On aurait le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Il y en a une. Il n'y en a plus en ligne. On était comme, oups, Oui, d'accord. Vas-y, Ruth. Peut-être ma sous-question, puis ça peut être une des deux personnes qui répond, vu qu'on n'a plus de temps, c'était si, admettons, moi, comme personne, si je représentais une population et que j'avais déjà appris, par exemple, comment faire mon téléphone de la bonne façon, pas par test, de la façon où j'apprends à mon insu. S'il arrive un diagnostic de perte cognitive, par exemple, et qu'on revient apprendre, est-ce que cette capacité-là est préservée, ce qui fait que l'investissement qu'on avait fait avant le diagnostic est rentabilisé sur le long terme et donc c'est pour cela qu'un organisme subventionnaire voudra me donner de l'argent pour faire ça. Ou bien ce qu'on se dit, c'est que si le diagnostic arrive, de toute façon, on part tous d'un point zéro et on est en réapprentissage pour tous les aspects. Mais non, c'est pas perdu parce que la mémoire procédurale, souvent, elle est préservée, là. Fait que des fois, il va y avoir comme une étape de la séquence qui va être perdue. Puis ce qu'on fait quand la séquence est longue, on l'a fait avec une personne où la séquence avait 13 étapes. Fait qu'on pratiquait pas les 13 étapes. On pratiquait l'étape avant l'étape problématique, puis l'étape après. On pratiquait ça en boucle. Puis après ça, on rajoutait des étapes. Puis l'apprentissage a été assez rapide. Fait que oui, quand la séquence est automatisée d'avance, ça évite d'apprendre les 13 étapes. Parce que souvent, on ne va pas perdre les 13 en même temps. Il va comme avoir, à un moment donné, on hésite sur un bouton, on ne sait plus, mais comme la majorité de l'activité est encore préservée, là. Fait que, mais souvent, quand on n'a pas ces stratégies-là, ben, s'il y a une des 13 étapes qui ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Tandis que là, on a une étape à réapprendre, tandis que les autres sont toutes préservées, là. Je ne sais pas si ça répond. Mais merci beaucoup, mesdames. C'était exceptionnel. Puis, j'en attendais pas moi, j'avoue, mais c'était super. Fait que merci aussi à l'auditoire. Puis, je vous poserai mes questions après sur le côté. Fait que passez une belle après-midi à tous et merci d'avoir été présents.